Dans cette vidéo, nous allons voir que le travail n'est pas une marchandise comme les autres. Il s'agira dans cette vidéo de montrer que le marché du travail est imparfait. Il s'agira également de montrer que la relation salariale repose sur des normes collectivement construites. Les notions de terminale à maîtriser sont les notions suivantes: salaire d'efficience, partenaires sociaux, contrat de travail, convention collective et segmentation du marché du travail. La notion de première à maîtriser est celle d'asymétrie d'information. Nous avons pu voir dans une précédente vidéo que selon les néoclassiques, le marché du travail est un marché qui repose sur plusieurs hypothèses. L'hypothèse d'atomicité, d'homogénéité, de transparence de l'information, l'hypothèse de libre entrée et sortie du marché, ainsi que l'hypothèse de mobilité des facteurs de production. Nous allons voir dans cette vidéo que certaines de ces hypothèses peuvent être remises en question. En effet, dans la réalité, le marché du travail ne correspond pas totalement à la vision des auteurs néoclassiques. Nous allons donc remettre en question les hypothèses d'atomicité, d'homogénéité et de transparence. Nous allons tout d'abord remarquer que dans la réalité, le marché du travail est un marché imparfait en raison tout d'abord de la remise en cause de l'hypothèse d'atomicité. En effet, les négociations salariales se passent entre des organisations et non pas entre des agents individuels atomisés. Les agents économiques, dans notre exemple les travailleurs ou les employeurs, sont regroupés à travers des organisations et donc ils vont avoir un pouvoir de négociation qui va leur permettre d'influencer la fixation des salaires. Les négociations entre organisations vont donc entraîner le fait que certaines organisations peuvent influencer la fixation des salaires en fonction de leur pouvoir de négociation. Cela peut renvoyer à des organisations patronales comme le MEDEF ou encore à des syndicats de travailleurs. Les salaires ne sont donc pas fixés librement sur le marché, ils résultent avant tout d'un rapport de force. La deuxième hypothèse qui peut être remise en cause en ce qui concerne le fonctionnement du marché du travail est l'hypothèse d'homogénéité. Cette hypothèse, qui était formulée par les néoclassiques, stipulait que tous les travailleurs étaient les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune différence en ce qui concerne le facteur travail. Or, dans la réalité, il y a hétérogénéité du facteur travail, car tous les travailleurs ne sont pas identiques. Il existe ainsi une hétérogénéité du facteur travail qui se caractérise par des différences de qualification, de profession, de capital humain et donc de productivité entre travailleurs. Tous les travailleurs ne sont pas identiques. La remise en question de l'hypothèse d'homogénéité conduit les économistes à montrer qu'il existe une segmentation du marché du travail. Cela signifie que le marché du travail n'est pas unifié. Il existe deux principaux marchés du travail qui regroupent des individus aux caractéristiques différentes. Dans le marché primaire du travail, on retrouve des individus qui sont caractérisés par une certaine sécurité de l'emploi, une certaine stabilité. Ce sont des individus qui, la plupart du temps, travaillent à temps complet, en CDI, c'est-à-dire à contrat à durée indéterminée. Ce sont des individus qualifiés qui disposent de nombreux avantages liés à leur ancienneté et qui sont protégés par des conventions collectives. Ces individus sont appelés les insiders. On peut opposer à ce marché primaire du travail le marché secondaire. Ce marché secondaire est caractérisé, lui, par des individus qui ont des emplois dits atypiques. Ce sont en fait des emplois précaires, caractérisés par une certaine instabilité, une certaine insécurité. On retrouve comme forme de contrat le temps partiel, subi la plupart du temps, les contrats à durée déterminée ou CDD, ou encore l'intérim. Ces individus sont caractérisés par une certaine précarité. Ce sont souvent des travailleurs pauvres. On appelle les individus qui composent ce marché secondaire les outsiders. On voit donc que la théorie de la segmentation du marché du travail montre que le marché du travail n'est pas unifié. Il existe un dualisme, une séparation, avec d'un côté des emplois stables et bien rémunérés dans le marché primaire,
et de l'autre côté des emplois instables et moins bien rémunérés dans le marché secondaire. Il n'y a donc pas d'homogénéité du facteur travail. La troisième hypothèse qui peut être remise en cause est l'hypothèse de transparence de l'information. La relation salariale présente des asymétries d'information. En effet, les employeurs n'observent pas directement l'effort qui est fourni par les travailleurs. Ils peuvent certes mettre en place des procédures de contrôle et de surveillance, mais elles sont coûteuses et pas toujours efficaces. Et elles peuvent par ailleurs brider l'autonomie et l'initiative des salariés. Dans ce contexte, comment connaître la nature des travailleurs et comment les inciter à être plus productifs? Si les employeurs ont du mal à connaître le niveau de productivité de leurs salariés, ils peuvent utiliser le salaire comme un instrument de motivation. C'est ce que l'on appelle la théorie du salaire d'efficience. En effet, en fixant un niveau de salaire supérieur au niveau de l'équilibre concurrentiel, ils vont inciter le travailleur à accentuer son effort, ce qui va se traduire par une hausse de la productivité. Ils vont du même coup écarter les candidats qui ne s'estiment pas capables de fournir un effort à la hauteur du salaire proposé. C'est ce que l'on appelle la théorie du salaire d'efficience. Cette théorie permet d'expliquer que certains salariés vont être surpayés par rapport au salaire d'équilibre. Bien évidemment, ces salariés renvoient aux insiders que nous avons vus précédemment. Nous allons maintenant voir que la relation salariale est encadrée par des normes qui sont construites collectivement. La relation salariale est une relation qui unit un employeur à un salarié. Elle se caractérise la plupart du temps par un contrat de travail. Ce contrat de travail définit un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Cela signifie que le salarié s'engage à travailler pour le compte et sous les ordres d'une autre personne qui est l'employeur. Le contrat de travail définit également le salaire et il définit des obligations qui sont à la fois des obligations pour l'employeur et pour le salarié. En voici quelques exemples en dessous. L'employeur doit notamment s'engager à verser un salaire qui correspond au travail effectué et à respecter le code du travail, comme nous le verrons plus tard. Le salarié, lui, de son côté, doit respecter les horaires de travail, réaliser le travail qui est demandé et respecter le règlement intérieur. Le contrat de travail n'a pas toujours existé. Historiquement, au début de la révolution industrielle, il n'existait aucun droit du travail et les entreprises pouvaient acheter le travail dont elles avaient besoin au meilleur prix. Les salariés étaient donc soumis au bon vouloir de leurs employeurs et ne pouvaient pas défendre leurs intérêts. Le contrat de travail est encadré par le droit du travail. Il est possible de définir le droit du travail comme l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs privés et ceux qui travaillent sous leur autorité, c'est-à-dire les salariés. Le Code du travail est un recueil organisé de la plupart des textes législatifs et réglementaires qui s'appliquent en matière de droit du travail. On voit donc que le droit du travail est l'ensemble des lois, des règles qui régissent la relation salariale. Le droit du travail que nous avons vu précédemment s'applique à l'ensemble des travailleurs. Cependant, il existe également des conventions collectives. Ces conventions collectives traitent de l'ensemble du droit du travail qui s'applique à un secteur donné. Ces conventions collectives s'appliquent donc à différents secteurs comme le bâtiment ou encore la restauration rapide. Elles fixent certaines dispositions qui renvoient au contrat de travail, au congé, à la classification, aux conditions de licenciement et au salaire. L'employeur doit appliquer ces conventions collectives lorsqu'il se situe dans le secteur concerné. Ces conventions collectives sont conclues par les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations ou groupements d'employeurs. Ce sont les partenaires sociaux qui interviennent dans la négociation. Il existe dans les entreprises des négociations annuelles. Ces négociations, qui ont lieu tous les ans, se rapportent au salaire, à la durée du travail et à l'organisation du travail. On peut remarquer que dans les entreprises
qui occupe au moins 300 salariés, la négociation a lieu tous les 3 ans. En conclusion, on peut voir que le travail n'est pas une marchandise comme les autres. En effet, le marché du travail est un marché qui est imparfait, contrairement à ce que la théorie néoclassique nous enseigne. Enfin, la relation salariale entre l'employeur et le salarié est encadrée par le droit du travail et les conventions collectives qui s'incarnent dans le contrat de travail.